Sous un grand dôme de verre, le parc Transvaal offre aux familles et amateurs de sensations un paradis aquatique, mais sans avertissement. Les rires des enfants et les éclaboussures ont laissé place à des cris glaçants quand le ciel s'est effondré. Comment cette sortie ordinaire du samedi a-t-elle pu prendre une tournure aussi terrifiante ? Pourquoi une structure nouvellement construite a-t-elle pu s'effondrer de façon aussi catastrophique et qui était responsable des vies perdues dans la catastrophe ? Le parc Transvaal, situé dans le quartier sud de Jasenovo à Moscou, était un immense bâtiment de 20 000 mètres carrés. Son toit en dôme, fait de panneaux de verre, était un exploit architectural symbolisant la croissance de l'entrepreneuriat en Russie post-soviétique. Le parc, sur le thème de l'Afrique, proposait de grandes piscines chauffées, dont une piscine à vagues et une rivière pour la bouée. Il comprenait un bowling 12 pistes, des saunas, salles de sport, salons de beauté, restaurants et bars. L'attraction climatisée pouvait accueillir jusqu'à 2000 visiteurs simultanément. En hiver, les visiteurs du parc bronzaient dans des solariums malgré des températures extérieures atteignant 10 degrés C. Mais le complexe allait subir un coup dévastateur. Moins de 2 ans après avoir ouvert ses portes, le samedi 14 février 2004, alors que les températures n'étaient que de moins 18 degrés Celsius. Plus de 1300 billets vendus, alors que les habitants cherchaient au refuge du froid. Ce n'était pas non plus une activité bon marché, le prix des billets étant d'environ 940 roubles, soit environ 33 $. À l'époque, c'était un centre animé. Des gens nageaient, une fête d'anniversaire pour enfants à la piscine et une danse de la Saint-Valentin pour les adolescents. Mais alors que les visiteurs profitaient point du complexe intérieur tempéré, un craquement fort a retenti partout, suivi de quelques instants d'un silence de mort. L'effondrement, semblable à une avalanche, a commencé par la rupture de la poutre centrale. Principalement fait de verre et de béton, l'effondrement a provoqué une pluie mortelle d'éclats tranchants et de blocs massifs sur environ 350 baigneurs en dessous. L'effondrement a duré seulement 30 à 40 secondes. Des foules paniquées en maillot de bain ont couru dehors pour se mettre en sécurité, malgré une température glaciale sous 15 degrés C. Tout ce qu'il restait de l'ancien toit majestueux était un gouffre béant de la taille d'un terrain de football. Plus de 4900 mètres carrés de la structure supérieure se sont effondrés, ensevelissant une aire de jeu, une piscine pour enfants et des toboggans. Des centaines ont échappé de justesse à la mort en fuyant dans le froid, mais beaucoup n'ont pas eu cette chance. Les survivants paniqués cherchaient à s'échapper des décombres, tandis que d'autres appelaient leurs proches, aperçus quelques secondes avant l'effondrement. En quelques minutes, les services d'urgence se sont mobilisés en force. Plus de 800 secouristes ont évacué en urgence des personnes ensanglantées, en maillot de bain sur des brancards vers les ambulances. Les médecins devaient en faire face non seulement aux blessures causées par l'effondrement, mais aussi à des cas de symptômes liés à l'exposition. Prévenir les engelures chez les survivants alors que les températures chutaient est devenu crucial. 2 heures après l'effondrement du toit, le complexe a été évacué et tous les blessés ont été transportés vers les hôpitaux à proximité, mais la recherche de personnes piégées se poursuivait, alors que la température extérieure avoisinait les 15 degrés Celsius. Les secouristes ont utilisé des pistolets à air chaud et des générateurs pour chauffer le bâtiment et augmenter les chances de survie des personnes sous les décombres. Des unités cynophiles ont été mobilisées pour rechercher des survivants. Le personnel d'urgence a fouillé toute la nuit, demandant parfois le silence pour écouter des signes de vie. Aux premières heures du dimanche, aucun signe n'a été entendu et la recherche de survivants a été interrompue plus tard. La dernière personne sauvée des décombres l'a été à 3 heures du matin. 106 personnes ont survécu sous les décombres et plus de 140 ont été blessées. Des dizaines de corps avaient été trouvés, mais l'ampleur réelle des morts ne serait révélée que plus tard. Qu'est-ce qui aurait pu causer l'effondrement soudain d'un complexe de moins de 2 ans ? Les premiers rapports attribuaient l'effondrement du toit à une explosion. La ville était en alerte après une explosion mortelle dans le métro survenue quelques jours avant la tragédie. Nodar Kancheli, l'architecte renommé du complexe, pensait que l'effondrement du toit était causé par une influence extérieure, comme un attentat plutôt que par des défauts de conception.
L'architecte a vu sur des images de vidéosurveillance un nuage de poussière de plusieurs mètres sortir de la colonne avant l'effondrement du toit. Cependant, ces affirmations ne sont pas favorables au nouveau propriétaire du parc aquatique, Inteco. C'était l'une des plus grandes entreprises de construction de Moscou, détenue par Yelena Baturina, l'épouse milliardaire du maire. Le complexe de loisirs était assuré contre tous les accidents, mais la police ne couvrait en aucun cas un acte de terrorisme. Les responsables ont nié ces affirmations, assurant qu'aucune preuve d'explosion de bombe n'existait. Des enquêtes ultérieures d'experts n'ont trouvé aucune trace d'explosifs dans les ruines. Les autorités russes se sont focalisées sur de possibles défauts techniques du bâtiment. 3 organismes d'État se sont mobilisés le jour même pour découvrir la cause de l'effondrement. Les autorités ont ouvert une enquête criminelle pour homicide involontaire par négligence, passible de 5 ans de prison si prouvé. Des experts en architecture ont condamné le maire de Moscou, responsable de la construction du bâtiment, pour la catastrophe. Le maire Louchkov aurait annoncé en 2002 un projet de parc aquatique dans tout Moscou, sans contrôle de sécurité pour les réaliser. Beaucoup de membres de la communauté des ingénieurs ont attribué la faute à une culture de corruption qui régnait sur tous les chantiers locaux à l'époque. Le boom économique de cette période aurait entraîné la construction rapide de sites structurellement défaillants. En 20 mois, plus de 200 tests spécialisés, dont médico-légaux, explosifs et métallurgiques, ont été menés pour identifier la cause. Le complexe a été conçu par Kisalev et partenaires, avec Nodar Kancheli comme principal concepteur, et construit par la société turque Koçak. Le parc aquatique unique, doté d'un dôme remarquable, devait d'abord être construit en acier ou aluminium, mais il a finalement été réalisé en béton armé, bien moins coûteux qu'un dôme métallique. Les 2 constructeurs jouissaient trop peu d'une excellente réputation avant l'effondrement et avaient réalisé des bâtiments emblématiques en Russie, dont la résidence du président Poutine au Kremlin. L'autorisation de construire le parc aquatique Transval a demandé l'accord de plusieurs départements gouvernementaux. Des experts du secteur ont déclaré qu'un projet d'une telle ampleur aurait nécessité l'approbation d'au moins 120 responsables à tous les niveaux locaux. Mais malgré ce processus d'examen à plusieurs niveaux, le parc de 5 étages a été construit en seulement 18 mois. La construction rapide d'une telle installation en moins de 2 ans a soulevé des inquiétudes sur la diligence raisonnable. Les enquêteurs ont étudié diverses théories sur l'effondrement. Cela comprenait l'accumulation de neige, les écarts de température entre l'intérieur et l'extérieur et l'infiltration d'eau dans les supports en béton. La théorie de la neige a d'abord été écartée. La direction de l'aquapark a défendu la qualité de la construction, affirmant que la neige était déblayée chaque jour, malgré des rapports sur une mauvaise exécution des travaux. Selon un porte-parole de l'entreprise, ils avaient reçu des documents garantissant l'intégrité du bâtiment pour 100 ans, obtenus 1 an avant l'incident. Les entreprises chargées de la construction du complexe ont affirmé que le dôme en verre et béton du parc Transval et ses supports étaient garantis fiables pendant 10 ans avant d'exiger des réparations. Cependant, selon les rapports, ce n'était tout simplement pas le cas. Les employés du parc Transval ont signalé avoir observé de nombreuses fissures dans les structures porteuses, suggérant une autre théorie selon laquelle l'effondrement pourrait être attribué à des défaillances opérationnelles. D'après les médias russes, les propriétaires du parc avaient reçu des recommandations pour réduire les coûts du complexe. Pour être rentable, Kancheli aurait travaillé sur la structure en dôme unique du parc Transval uniquement par intérêt scientifique, ne recevant que $20 000 pour ce projet. Cependant, des problèmes sont survenus car les calculs pour l'ingénierie du complexe en dôme ne pouvaient être vérifiés indépendamment, faute de projets similaires pour comparaison. Les concepteurs prévoyaient d'abord de soutenir le dôme avec de l'aluminium, mais cela a été remplacé par des supports en béton armé, moins coûteux, lors de la construction. Selon le rapport d'enquête, la décision d'effectuer ce changement a été prise par le cabinet de Kancheli. L'emploi de béton moins cher à la place de l'aluminium aurait sans doute fragilisé la structure du toit et causé son effondrement.
Après une enquête approfondie de Venkmo Cancelli et Anatoly Voronin, le chef de l'agence d'État qui a approuvé les plans du bâtiment, ont été jugés responsables de la tragédie. Cancelli a toujours nié toute culpabilité, mais le rapport a révélé que l'architecte avait choisi le mauvais type de béton. Cancelli aurait choisi du béton non précontraint ou ordinaire au lieu d'un béton armé, plus résistant. Ceci a sans doute évité de repenser toute la structure, mais a rendu le toit vulnérable aux fortes contraintes. De plus, la conception du toit en dôme devenait instable lorsque le vent soufflait. Sa forme provoquait des mouvements excessifs que le béton ordinaire ne pouvait pas supporter. En n'utilisant pas de béton armé et en ne tenant pas compte des contraintes supplémentaires dues à la forme du toit, Cancelli a dangereusement compromis l'intégrité de la structure porteuse essentielle. L'analyse structurelle a révélé que le toit supportait 29% de poids en excès par rapport à ses limites de conception. Après leur conclusion définitive, les procureurs de Moscou ont signé un acte d'accusation en décembre 2005, prêts à poursuivre Cancelli au tribunal. Cancelli, qui avait 68 ans à l'époque, a demandé par l'intermédiaire de ses avocats au procureur de clore l'enquête pénale sur le parc Transvaal, invoquant l'âge avancé de son client comme raison. En mai 2006, les procureurs ont accepté de clore leur enquête sur Cancelli dans le cadre d'une amnistie parlementaire. L'affaire contre Voronin, ayant validé les plans de construction, a été classée sans suite, faute de preuves. La nouvelle a choqué amis et familles, parmi les 28 morts, dont 8 enfants, lors de la tragédie. Seules 14 actions civiles ont ensuite été intentées par les victimes, demandant une indemnisation. Moins de la moitié d'entre eux recevraient une indemnisation. Après la tragédie du parc Transvaal, la justice est restée hors de portée pour les victimes. Malgré les conclusions mettant en évidence des défauts de conception et de la négligence, l'architecte responsable a continué à façonner la silhouette de Moscou. Son héritage est resté à jamais lié à la controverse jusqu'à son décès en 2015. Aujourd'hui, le parc aquatique Morion s'élève sur le site où 28 personnes sont mortes à cause de la négligence et de la corruption. Regardez cet épisode. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime et commentez pour soutenir la chaîne.